Bon, pourquoi on porte des vêtements faits pour des expéditions arctiques extrêmes, alors qu'on va juste prendre la ligne 2? Il fait froid. En fait, ça m'a frappé l'année dernière. J'étais sur la ligne 8, justement, et j'avais ma nappe à pigerie, forcément, parce qu'il faisait froid, mais il faisait genre 2 degrés. Et j'ai vu que tout le monde était pareil, tout le monde avait des North Face, tout le monde avait des choses comme ça. Et en dessous, ils étaient en t-shirt. Et je me suis dit, mais pourquoi on est aussi obsédé par le confort? Et du coup, ça a nourri une réflexion, et j'ai fait mes petites recherches, et je me suis dit que ça valait le coup de vous les partager. Tout simplement. Donc c'est parti. À notre époque et dans nos sociétés occidentales, notre confort, c'est notre obsession. C'est une priorité. Mais tout ça, ça a une histoire. Et ça commence avec un certain Eddie Bauer. C'est un chasseur et un homme d'extérieur américain. Il est également inventeur et businessman. Et pendant une escapade, en extérieur, il frôle la mort, d'hypothermie. Donc il a eu tellement froid qu'il a failli canner, et donc il s'est dit plus jamais, ni moi, ni quelqu'un d'autre n'aura affaire à cette expérience désagréable. Moi, Eddie Bauer, je vais résoudre le problème de l'hypothermie. Ok. Et donc, il invente la première veste à compartiment cloisonné. Maintenant, là, c'est une doudoune, en gros. Une doudoune avec les carrés, là. C'est bête à dire, mais à son époque, ça n'existait pas, en fait. À l'époque, on empilait juste des couches de laine successivement les unes des autres, et plus il faisait froid, plus on mettait des couches de laine. Et pour les gens qui allaient dans des endroits vraiment extrêmes, ils s'habillaient comme les Inuits. C'est tout. C'était simple, efficace. Mais Eddie Bauer a trouvé une meilleure façon, plus efficace, plus ergonomique, de garder la chaleur. Donc la veste cloisonnée. Et ça, c'est notre premier arrêt. Eddie Bauer qui brevette et produit en série la Skyliner, la première doudoune moderne. On accélère quelques décennies plus tard et on se retrouve en octobre 1969, la nuit, chez un certain Bob Gore. Gore, vêtements imperméables, dites pas encore en commentaire, tranquille. Mais les vifs sont vifs. Notre cher Bob Gore cherche une façon d'étendre du PTFE extrudé. Oui, chacun ses samedis soirs. Oui, moi je parlais à une caméra toute la journée. Bob Gore est docteur en génie chimique. Et il travaille depuis plusieurs années maintenant dans l'entreprise familiale. Et depuis 3 ans, il dirige le département de recherche et développement de cette même entreprise. Et son but, c'est de développer l'activité hors des secteurs qu'ils ont déjà. Notamment parce qu'ils produisent des câbles et à l'époque, la miniaturisation est en train d'arriver fortement et donc il y a de moins en moins besoin de câbles. Je parle d'ailleurs de la miniaturisation dans l'épisode 1 de cette série, du micro au macro, donc je t'invite à la regarder, c'est tout. Voilà. Et c'est notamment le père de Bob, Bill, qui souhaitait que l'entreprise se diversifie. Et c'est donc pour ça qu'il essaie d'extruder un truc en plastique. Mais il n'y arrive pas. Il essaie plein de techniques, ça marche pas, ça casse, ça tire pas assez, il y a un truc qui va pas. Donc ce fameux soir de 69, il s'énerve, il tire d'un coup, et le filament s'étire de 800%. Bingo! Il y a un truc qui s'est passé. Donc on passe aux détails, mais en gros, il trouve une utilité à ce truc-là, et il se rend compte que non seulement il s'étire, et du coup ça crée un espèce de nouvel état de cette matière, le PTFE. Cette nouvelle matière, le PTFE extrudé, ce Extruded PTFE, laisse passer la vapeur, mais ne laisse pas passer les gouttelettes d'eau. Double bingo, parce que du coup ça fait que cette matière-là est à la fois 100% imperméable, mais respirante. Tu sens l'argent arriver là ? Ouh, ça arrive. C'est donc grâce à cette découverte que l'entreprise Gore & Associates crée Gore-Tex. Gore Textile, la division textile de l'entreprise Gore. C'est bon ? On peut refaire dans l'autre sens si tu veux. Et tout ça nous amène à cette campagne de pub pour Gore-Tex, où on voit un homme habillé en rouge dans ce qui semble être un stade enneigé, avec la phrase à côté que porterait un homme qui a gravi le K2 pour atteindre le siège Z10. C'est la pub que j'ai trouvée qui cristallisait, à mon avis, le mieux l'espèce de trajectoire que va prendre Gore-Tex dans les années d'après, et qui va justement induire à tous les changements dont on va parler dans la suite. J'ai aussi oublié de dire que cette application, ils l'ont fait par un procédé qui s'appelle le laminage. Donc ils ont utilisé cette espèce de nouvelle propriété de la matière et ils l'ont couplé à un procédé qui existait déjà. Et en gros, le laminage, c'est faire des couches.
et les presser. Donc tu imagines par exemple un skate ou un sandwich, suivant où t'en es dans ta journée. Mais en gros, c'est ça qui a aussi créé un peu toute la technologie derrière Gore-Tex. Donc la nouvelle caractéristique physique trouvée par Bob Gore est le couplage à un procédé industriel qui est déjà connu, qui s'appelle le laminage. Et là on voit ici Bob Gore tout content d'avoir tiré sur son fil. Bref, à partir de là, tout se déroulait en 3 phases. La première phase, c'est l'extrême, dans les années 70. Le Gore-Tex est d'abord adopté par ceux qui en ont un besoin vital. Comme beaucoup d'avancées technologiques, c'est souvent par là que ça arrive. C'est normal, sinon ils meurent s'ils l'ont pas, donc ils y vont quoi. Pour la phase 2, c'est le marché outdoor. Donc c'est les grandes marques de montagne, North Face, Patagonia, Mammut, etc. qui commencent à l'implémenter dans leurs produits. Le Gore-Tex est brandé comme un matériau magique, et du coup c'est un gage de qualité et un gage de nouveauté, donc c'est un argument marketing. Et la démocratisation arrive en 3e, entre 1990 et 2000, et là le succès est tel que Gore-Tex dépasse le cercle des passionnés. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est utile pour tout le monde. Et donc ça arrive dans les vêtements urbains, les chaussures de ville, le ski de loisirs, et même la mode, avec Nike, Adidas, etc. Le logo Gore-Tex devient carrément un label. C'est un gage de qualité, juste d'avoir écrit ce truc-là. Tout ça mis bout à bout nous fait le deuxième ingrédient de la sauce magique qui est en train de se créer depuis 1936. Mais on va juste revenir un petit peu en arrière. Et j'ai une question pour toi qui va marquer le tournant de la vidéo. À part les alpinistes et les explorateurs, qui aurait besoin d'équipements qui pourraient faire la différence entre la vie et la mort? Les fucking soldats, mon gars. Ben oui, les fucking soldats. Qui d'autre? Et c'est d'ailleurs eux souvent les plus vifs sur les nouvelles technologies. Normal, ils doivent être à la pointe parce que sinon, ils peuvent perdre une potentielle future guerre. Et c'est ça qui a engendré le macro de cette vidéo. Jusqu'à présent, l'invention d'Eddie Bauer et de Gore-Tex, c'était une innovation sectorielle, c'était un épiphénomène. Mais grâce ou à cause de l'armée, comme souvent d'ailleurs, ça a pu s'étendre. Et grâce à quoi? Grâce à 5 lettres. E-C-W-S. Et il n'y a que 4 lettres. J'ai oublié un C. Et tout ça grâce à 5 lettres. E-C-W-C-S. Attention l'accent. Extended Cold Weather Clothing System. Système vestimentaire étendu pour temps froid. Globalement, c'est toute une panoplie d'habits pour que les soldats ne meurent pas à cause du froid entre moins 51 et 4 degrés. Un petit peu de contexte pour l'époque. Les Natick Labs, donc US Army Natick Research Development and Engineering Center, bossent dès 1982 sur un nouveau système de vêtements modulaires contre le froid extrême. L'idée derrière, c'est d'équiper les troupes en Alaska, en Norvège, et éventuellement en théâtre d'opération arctique, car les Américains craignaient une confrontation avec l'URSS dans les zones froides. Et beaucoup de contrats sont passés, notamment avec un industriel, Gore-Tex, pour les membranes. En fait, l'invention de Gore-Tex a coïncidé avec un contexte géopolitique qui était propice au froid, en fait. C'est tout. Donc, c'est ça qui a engendré un petit peu l'intérêt des États-Unis et de l'armée américaine pour leur technologie. Et c'est ça qui a fait qu'après, beaucoup de choses ont été produites, beaucoup de choses ont été testées, parce que dès que les Américains, et en tout cas l'armée américaine, met son nez dans un truc et essaie de développer quelque chose, ils vont pas avec le dos de la cuillère. Dès qu'ils ont créé la première génération, avec les appels d'offres, etc., ils passent directement à la deuxième génération, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des limites. Poids, respirabilité, coupe, il y a déjà des trucs qui vont pas. Dès la fin des années 70, ils refont un système, et du coup, ils rééquipent pas mal de soldats. Donc ils reproduisent des choses en série, etc. Ce qui engendre des stocks excédents pour la génération 1. Mais ça reste des matériaux de l'armée qui sont quand même super haut de gamme, pour le coup. Produits en masse, donc il y en a énormément. Et c'est revendu sur le marché du surplus, des surplus militaires. Revendu à qui? Au grand public. Si on résume, pour l'instant, l'armée américaine a produit un maximum de Extended Cold Weather System, là, mais ils s'en ont pas vraiment servi parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait déjà des problématiques et ils ont refait une série. Donc ils ont recréé beaucoup de trucs. Et le coup de grâce, en tout cas pour l'armée américaine et pour le budget, c'est que la fin de la guerre froide, comme on la connaît, arrive et il y a une espèce de réorganisation. Personne va aller vers le froid, parce qu'à mon avis, les humains aiment bien faire la guerre, mais ils aiment pas se peler le cul. Donc, avec la perestroïka et la chute du mur en 1989, la menace d'un conflit arctique s'éloigne totalement. Donc l'armée US réduit les stocks de vêtements qui servent à aller dans le nord, et se réoriente vers des théâtres d'opération plus chauds. Tu m'étonnes, c'est quand même plus agréable de se taper dessus au soleil.
Et donc les générations de ECW-CS sont encore en surplus. Elles sont même d'ailleurs souvent encore emballées, tellement ça a été rapide. Restockage dans les surplus militaires. Donc il y a encore des gens qui vont tomber dessus et qui vont dire putain mais c'est pas mal ça, moi je suis en Alaska, j'ai chaud, alors que ça coûte pas cher. En gros ils se disent ça. L'arrivée dans la culture totale est fignolée entre guillemets par les années 1990 dans le Bronx. En fait, les gens achètent des North Face pour survivre au froid dans les immeubles mal chauffés, tout simplement. Et ça devient un symbole de statut social. Bah t'as une grosse North Face, ça veut dire que même si t'es un peu dans la galère, tu peux te la payer. Et du coup, c'est même des fois synonyme de violence, etc., etc. Le troisième ingrédient a un peu découlé du deuxième ou a été créé par le deuxième en même temps, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est derrière cette espèce d'escalade pour optimiser les choses pour les gens qui en ont le plus besoin, savoir sinon ils vont mourir, en fait, on trouve un écho aussi dans la société, parce que à la fin, les North Face, les doudounes, sont aussi utiles aux gens qui peuvent pas se loger ou qui ont du mal à se chauffer, etc. Là, je t'ai résumé un petit peu comment le produit s'est retrouvé un peu dans les mœurs. Mais derrière, psychologiquement, il y a d'autres choses à explorer. Et là, c'est le quatrième ingrédient, on va dire. Aujourd'hui, ces inventions se retrouvent en ville, et c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est juste que ça vaut le coup de s'y pencher pour comprendre comment les choses marchent. Après, pour nous, les gens entre guillemets lambda, le danger n'est plus le même. On ne risque plus la mort d'hypothermie comme Eddie Bauer, on ne risque pas nos vies en tant que sniper dans le cercle arctique, et nous là, on se retrouve pas dans les années 90 dans le Bronx à devoir littéralement mettre une doudoune chez nous pour ne pas avoir froid. Et ce glissement, ça raconte quelque chose. La société urbaine a transformé des outils de survie en accessoires du quotidien. Et psychologiquement, enfiler une veste conçue pour l'extrême, c'est une manière d'envoyer un signal aux autres. Je suis prêt à tout. Mais tout ce que je vous décris depuis tout à l'heure produit l'inverse. Parce que plus on cherche à supprimer l'inconfort, plus on devient vulnérable face au moindre imprévu. On croit se renforcer, mais en fait, on se fragilise. Si on doit dézoomer un petit peu, certes, on vit mieux, on vit plus confortablement. C'est sûr et certain, il n'y a rien à dire, voilà. On a accès à des technologies de pointe, alors qu'on n'est même pas alpiniste. Et ça, c'est dans tous les secteurs de notre vie. Donc ça, c'est clairement un avantage. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on développe une intolérance totale à l'inconfort. On n'accepte pas d'être plus parfaitement confortable dans n'importe quelle situation de nos vies. Là où tout devient vraiment intéressant, ce besoin de confort, exploité au début avec toute la bonne volonté du monde par des gens ingénieux qui ont trouvé une solution à un problème et qui ont su gérer leur entreprise de la bonne manière pour vendre de plus en plus. Parce que oui, en tant qu'ingénieux entrepreneur ou en tant que businessman, qui ne voudrait pas vendre à tout le monde le fruit de son travail ? Personne. Je te le dis, personne. Par contre, le lien indirect dans tout ça, c'est la direction de plus en plus individualiste, et on en parlait d'ailleurs dans l'épisode 1, où certes, de prime abord, rien n'est négatif, mais derrière tout ça, le renfermement sur soi, sous couvert de confort, et encore pire, le manque de prise de risque quant à l'ouverture au monde, sont les deux vraies choses qui se créent mécaniquement. Alors, je le dis, et je le redirai, et je l'ai déjà dit pour ceux qui me suivent, tout est lié, et tout est à nuancer. On est d'accord, c'est même le principe de ma chaîne, c'est de comprendre la complexité du monde, justement. Et globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde est responsable, mais personne n'est complètement fautif. Alors la prochaine fois que tu vois quelqu'un en ville avec une veste d'alpiniste, pense à Eddie Bauer en 1936. Lui, il a fait cette doudoune pour que les gens ne meurent plus. Toi, cette doudoune, elle sert juste à te protéger de quelques gouttes. Et ce décalage-là dit tout. On a tellement voulu se protéger du monde extérieur qu'on en a eu peur. Donc, si demain tu sors et qu'il pleut un petit peu ou qu'il fait un petit peu froid, t'inquiète pas, on est fait pour ça depuis des millions d'années. N'aie pas peur, ne crains pas, ne râle pas, ça va bien se passer. Au pire, au lieu de te rassurer, ça te renforcera. Reste curieux et abonne-toi.